Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. À la une de ce journal, 4 jours après le grave incendie qui a touché l'immeuble, qui a touché donc l'Assemblée nationale, la session parlementaire de novembre a repris ce lundi non loin de l'immeuble sinistré et en l'absence des députés du SIF qui ont, comme à l'ouverture de cette session, boycotté l'ouverture des travaux ce jour à l'hémicycle de Ngoye-Kele. Comme à l'ouverture de la session le 16 novembre, les députés du premier parti de l'opposition au Cameroun ont refusé de prendre part à ces travaux pour protester contre la gestion du dossier relatif à la crise anglophone par le gouvernement. Une vague d'indignation traverse l'Afrique et même le monde après la diffusion des images choquantes des migrants africains vendus en Libye, alors que des observateurs estiment que des organisations internationales tardent à prendre des mesures fortes face à cette situation. Les historiens font savoir que le phénomène n'est malheureusement pas nouveau. Ils indiquent que la situation a été exacerbée à cause de la situation sociopolitique de quelques pays, dont l'Afrique du Nord. Vous entendrez ces historiens et ces sociopolitistes dans cette édition du journal. Et puis hors de nos frontières, au Zimbabwe, Robert Mugabe ne quittera pas le pouvoir, du moins pour le moment. Destitué de son propre parti, la ZANU-PF, le président zimbabwéen s'est adressé hier à son peuple. Il n'a pas évoqué son départ. Le plus vieux président du monde résiste alors que l'auto se resserre. Et puis au Kenya, la Cour suprême a validé ce lundi la réélection du président Uhuru Kenyatta. Les recours demandant les validations de cette élection présidentielle du 26 octobre dernier ont été rejetés. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à cette édition sur Equinox Télévision. 4 jours après le grave incendie, nous le disions, qui a touché l'immeuble principal, siège de l'Assemblée nationale à Yaoundé, les travaux de la session de novembre suspendus depuis vendredi dernier ont repris ce lundi matin, non loin de l'immeuble sinistré et à l'hémicycle épargné. C'est ainsi que les députés de la Nation ont donc accueilli des membres du gouvernement venus défendre quelques projets, notamment à la commission des finances et du budget. Pour l'heure, selon les responsables de l'Assemblée nationale à Yaoundé, on attend impatiemment que les résultats, les enquêtes ouvertes livrent donc les résultats pour connaître les causes de cet incendie. Les précisions avec Joël Isingé et Guizogo. Comme dans la vie ordinaire à l'Assemblée nationale, après le drame de l'incendie de la nuit de jeudi à vendredi dernier, il faut bien vivre. Et cela passe par la défense du budget de l'État du Cameroun pour l'année 2018. En attendant, c'est l'hémicycle qui a été épargné par les flammes qui abrite les travaux en commission et en plénière. Et pour cette première, c'est le ministre des Finances, Alamine Ousmane Meh, qui s'est plié à cet exercice dans cette nouvelle donne, en défendant la loi des règlements de la République du Cameroun. Cette loi revient en détail sur les recettes et les dépenses de l'État du Cameroun en 2016. Nous avons atteint 94% de notre objectif avec 3 967 milliards. Ceci en deçà des performances que nous avons l'habitude de réaliser, mais justifié par le contexte macroéconomique qui fait de l'économie mondiale une économie qui croît à 3,1% tout simplement. Nous avons également veillé à ce que les dépenses courantes soient en phase avec, bien entendu, les recettes qui sont mobilisées. Il en ressort que le taux d'exécution enregistré n'a pas permis d'atteindre tous les objectifs. Un taux d'exécution de 95%, mais ce taux d'exécution nous a permis d'obtenir le résultat des années antérieures. Cette année 2016, nous avons un déficit de 54 milliards. Les 54 milliards sont couverts par les financements extérieurs et les tirages sur avance statutaire qui nous permettent de garder l'équilibre de notre budget. Cela du fait d'un contexte difficile. Le contexte de 2016 est resté un contexte difficile compte tenu de la baisse des cours des matières premières, dont le pétrole, avec aussi l'impact de la lutte contre Boko Haram. Restent les plaies béantes de l'incendie qui montrent l'ampleur des dégâts. Autour du bâtiment sinistré, un périmètre de sécurité empêche d'y avoir accès, alors que des techniciens s'affairent tout autour pour des constatations.
Selon les indications des responsables de l'Assemblée nationale, ce sont leurs avis qui détermineront si les travaux en commission pourront reprendre au 3e étage de l'Assemblée nationale où ils se déroulent d'ordinaire. C'est donc une Assemblée nationale, certes affligée, mais une Assemblée nationale qui poursuit la session parlementaire de novembre. Et nous le disions, les députés SDF campent sur leur position. Ils poursuivent leur boycott de la session parlementaire de novembre, boycott entamé à l'ouverture de ces travaux le 14 novembre dernier. Et même le grave incendie qui a touché l'Assemblée nationale le 16 novembre dernier n'a pas refroidi les ardeurs de contestation de ces parlementaires du Social Democratic Front, alors que les travaux de cette session se poursuivaient ce lundi à l'Assemblée nationale. Ils se sont plutôt retrouvés au siège de leur parti à Yaoundé pour dire leur mécontentement face à la gestion de la crise anglophone par le gouvernement. Marcelin Gansor pour les précisions. Au terme d'un huis clos qui a duré plus de 3 heures, loin des regards et oreilles des reporters, l'honorable Joseph Bandam est apparu très préoccupé. Je dis que je suis en deuil. Nous insistons pour savoir pourquoi l'élu SDF, par ailleurs vice-président à l'Assemblée nationale, porte le deuil. Il faut aller demander dans le nord-ouest et le sud-ouest pourquoi je suis en deuil. Quid de l'incendie de jeudi soir qui a consumé une bonne partie du bâtiment principal de l'Assemblée nationale, y compris les bureaux du Social Democratic Front. Un pays qui est malade partout, qu'est-ce que vous imaginez? C'est le premier incendie que vous avez vu, c'est la première incendie que vous avez vu. Le ministère de l'Éducation vient de se brûler. On est en train de brûler le nord-ouest et le sud-ouest. On n'en saura pas plus, malgré notre insistance. L'honorable Joseph Bandam nous lancera en guise de conclusion qu'il est à Yaoundé avant de prendre congé de nous. Je suis à Yaoundé. Comme mardi dernier, lors de l'ouverture de la session budgétaire, les sénateurs et députés SDF se sont retrouvés au siège de leur parti, au quartier Olezoa, à Yaoundé. À la différence que cette fois, c'était motus et bouche cousue. L'explication de ce silence inhabituel viendra de la cellule de communication. Pour le moment, les députés n'ont rien à dire parce qu'ils sont en train de mener une réflexion. Vous savez que l'atmosphère, la situation est très lourde, avec beaucoup de morts. Vous savez que ce week-end, on a même vandalisé le comptable du parti, M. Moko. Il est hospitalisé. Donc ça veut dire que le problème s'empire de jour au jour. Donc, moment pour les députés, ils ont dit que ce n'est pas le moment de commentaire. À la question de savoir s'ils retrouveront bientôt l'hémicycle du Sénat et de l'Assemblée nationale, aucune réponse ne nous est donnée. Rendons-nous à présent à Nanga et Boko, une localité située dans l'arrondissement qui porte le même nom, l'arrondissement de Nanga et Boko. C'est dans donc la région du centre. Et là-bas également, les populations dénoncent la vastuité du réseau routier. C'est une plainte qui revient dans plusieurs localités du Cameroun. Les déplacements à Nanga et Boko sont devenus un véritable chemin de croix. Une situation qui vient s'ajouter à l'absence de l'énergie électrique, des problèmes qui rendent donc le quotidien de ces population moins paisible. On voit tout cela avec Cyril Jimba et Julie Nguyenyonde. Même ces grumiers ou encore ces cars de transport en commun n'échappent pas au mauvais état de cette route qui relie les localités de Nanga et Boko, chef-lieu du département de la Haute-Sanaga, région du centre, à la ville de Bertois. Une partie de cet axe routier, en pleine réhabilitation, contraint parfois certains voyageurs à descendre de leur car pour poursuivre le trajet à pied. Le chantier tarde à être livré et ce sont les usagers qui en souffrent. Les difficultés sont nombreuses, ça ne manque pas, vous voyez, pour l'état de la route. L'état de la route n'est pas toujours très bon, ce qui détruit vite les véhicules. La ville se modernise peu à peu. Seulement, l'un des problèmes majeurs qui plombe le plein épanouissement des habitants, c'est l'énergie électrique. C'est au niveau des coupures. C'est au niveau des coupures. Je ne sais pas si c'est une forme de délestage. Avec l'espoir que ça ira. C'est vraiment difficile là. Très difficile. On ne peut pas passer en une semaine et vous avez de l'électricité pour 24 heures. C'est insuffisant. Même le service administratif, ça ne fonctionne pas assez bien à cause de ce manque d'énergie. Le maire de Nanga et Boko, conscient de cette situation,
confie avoir rédigé un plaidoyer à l'endroit des responsables de l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique afin qu'une solution soit trouvée. Parlons de tout à fait autre chose à présent. L'informatisation du fichier national de l'état civil peine toujours à prendre corps au Cameroun, alors que des usagers rencontrent de véritables difficultés à se faire établir des actes de naissance, des extraits de casier judiciaire ou à retrouver des données personnelles perdues. Au Bureau national de l'état civil, on privilégie la lutte contre la corruption et la fraude qui gangrènent des centres d'état civil au Cameroun. C'est d'ailleurs là les missions qui ont été assignées à un chef d'agence d'état civil qui a pris ses fonctions aujourd'hui à Douala. Des précisions avec Flavien Ndongo et Innocent Abega qui ont pris part à cette cérémonie. L'administration du Bureau national de l'état civil a nommé Mme Nkongo Mbappé, née Ender Dinde Jeanne Nadia. C'est donc cette femme qui a désormais la lourde charge de redonner la valeur de l'état civil dans la région du littoral. Il y a cette faute documentaire qui est un dysfonctionnement qui est relevé sur l'ensemble du territoire national. Il y a le mauvais archivage, que ce soit dans les centres principaux ou centres secondaires. Il y a le manque de formation des acteurs. Ces acteurs, que sont pour la plupart des officiers d'état civil, se plaignent à leur tour de l'absence du matériel leur permettant de mener à bien des activités. C'était vraiment chemin de croix. Vous pouvez ne pas pouvoir faire 300 actes de naissance par an par manque de registre. Les parents n'arrivaient pas à établir les actes de naissance des enfants à temps. Et la conséquence, lorsque l'enfant est levé d'aller à l'école, ils sont obligés d'aller au bord de la route, trouver les fausseurs pour prendre des faux documents ou aller inscrire l'enfant. La nouvelle responsable d'agence BUNEC pour le littoral, installée dans ses fonctions ce lundi à Douala, a déjà une idée de ce qui l'attend. Sensibiliser d'abord les populations sur la nécessité et l'importance de se faire établir les faits d'état civil, de relever la pente en incitant les populations d'aller faire déclarer les décès ou les naissances lorsqu'ils surviennent. Puis produit de l'ENAM, greffier et chef section droit local à la Cour d'appel du littoral, quitte ce poste pour rentrer de plein pied dans le processus de réforme de l'état civil au Cameroun. Cette réforme de l'état civil au Cameroun a commencé en 2002. Il s'en est poursuivi, n'est-ce pas, une étude diagnostique. Il a donc été mis en place, n'est-ce pas, un programme de réforme qui a commencé en 2010. Il y a un plan stratégique, n'est-ce pas, de l'état civil du Cameroun qui vient d'être adopté, n'est-ce pas, en juin 2017 par le comité de pilotage. Pour y parvenir, il est question d'associer les différents acteurs de la chaîne pour l'effectivité de l'informatisation de l'état civil au Cameroun. À présent, je vous invite à écouter le directeur général du Bureau national de l'état civil, Alexandre Marie Yomo, revient sur les principales missions assignées à la chef d'agence de Douala. Il est au micro de Flavien Ndongo. Il faudrait que le chef d'agence, n'est-ce pas, puisse communiquer, puisse sensibiliser la population sur l'importance, par exemple, d'un acte de naissance, un acte de mariage, un acte de décès. C'est par l'acte de naissance, n'est-ce pas, que nous avons droit à notre nom. C'est par l'acte de naissance que nous connaissons les noms de nos parents. Et il est rattaché, n'est-ce pas, à l'acte de naissance des droits fondamentaux, comme le droit de s'inscrire à l'école, comme le droit à l'héritage, comme le droit au vote. C'est par l'acte de naissance qu'on vous établit, n'est-ce pas, la carte de vote. C'est par l'acte de naissance que vous verrez établir, n'est-ce pas, une carte nationale d'identité ou un passeport. Donc voilà, une mission première, n'est-ce pas, est assignée au chef d'agence. Et nous le disions en titre, alors que des images de migrants africains vendus en Libye et diffusées par des chaînes internationales continuent de susciter une vague d'indignation à travers le monde. Des sociopolitistes et historiens relient ce phénomène à la situation sociopolitique récente dans certains pays de l'Afrique du Nord. Ce phénomène de vente de noirs ne serait malheureusement pas nouveau. Ces sociopolitistes ont été rencontrés par nos reporters Donald Agnozoa et François Dikoumé. Voici leur reportage. Comprendre la situation actuelle en Libye revient à interroger l'histoire récente de ce pays marqué par la mort de Muammar Kadhafi. Le président Kadhafi avait bien dit ceci, attention, c'était comme une marmite qui bouillait. Moi j'ai fait ma révolution culturelle pour que cette partie de l'arabique, qui a mené même jusqu'en Syrie, qu'il y a deux approches.
l'approche religion politique et puis l'approche religion fasciste qui donne un peu le mouvement aujourd'hui. Tandis que cette partie était un peu liée à une forme de socialisme, à une forme de communisme. C'est cette approche que le Kadhafi avait. Maintenant qu'il n'est plus là, c'est tout à fait normal que s'ouvre maintenant cette oligarchie qui est composée que de factions. Ce qui se passe en Libye est bien plus grave que l'esclavage. J'entends des gens dire, vous savez, la migration, c'est une aventure individuelle, c'est quelqu'un qui part. Non, ce n'est plus à ce niveau-là. Ce n'est plus au niveau de l'esclavage. Il faut éviter les généralisations hâtives. Nous sommes à quel niveau? Nous sommes au niveau de la traite des hommes. Et quels hommes d'une race particulière, la race noire? Après tous les combats qui ont été menés par les Noirs et même par les Blancs, pour montrer que c'est ce commerce est odieux et qu'il est déshumanisant, on revient aujourd'hui, en 2017, en plein 21e siècle, à voir un homme noir qu'on présente et qu'on taxe en disant 200 €, 400 €. C'est là que ça devient plus grave. Il faut dès lors interroger les responsabilités à la fois politiques et sociétales. La première responsabilité, elle est politique. C'est celle d'offrir aux jeunes de nos pays des conditions idoines pour qu'ils ne soient plus en train de rêver à l'ailleurs en masse et pour qu'ils ne soient plus en train de se mettre dans des conditions dramatiques dans le but de sortir, qu'ils puissent sortir de manière noble, avec un passeport digne, une responsabilité sociétale. Et c'est là où l'anthropologie intervient. Que sont devenus nos imaginaires? Pourquoi pensons-nous toujours que, malgré les conditions difficiles qui sont ici, le bonheur n'est qu'à l'extérieur? Il faut interroger cela. Comment des familles entières peuvent-elles en arriver à se ruiner, réunir 500 000 francs, remettre à votre enfant pour qu'il puisse aller dans un endroit que vous ne maîtrisez pas? La diplomatie, en guise de solution, a sa partition à jouer. Il faut trouver une diplomatie forte, une très grande distrabution, avec vraiment des sanctions pour que ça s'arrête ce qui se passe aujourd'hui en Libye. La politique et l'éducation de masse ne sont pas à exclure du champ des solutions. La solution, elle est politique, elle est pédagogique. Comment est-ce qu'on parle de la traite négrière dans nos programmes scolaires? Comment en parle-t-on? Pour qu'aujourd'hui, et c'est là la spécificité du cas libyen, nous allons nous-mêmes nous donner en esclavage. Et c'est là où c'est dramatique. Et pendant que la vague d'indignation née de la découverte des sites de vente de migrants africains en Libye continue son déploiement à travers le monde, les langues se délient de plus en plus. Plusieurs survivants de l'aventure libyenne ont aujourd'hui décidé de raconter leur histoire à visage découvert, des histoires émouvantes captées par les caméras du monde et racontées ce soir par Kedjara et Séverin Chouban. Ils ont gardé des millions et des millions. Nous, on est là dans les prisons, on est au moins 600. On mange qu'une demi-pain par jour, avec eau salée. Lorsqu'on m'a arrêté, ils ont mis une arme comme ça. Ils ont dit, avant que tu vas mourir, tu vas payer 1 million francs CFA. On m'a fouillé, on m'a frappé, ils ont tout fait. Vraiment, les femmes enceintes, les petits-enfants, ils les tirent sur les champs. Il ne prend pas du temps avec les petits-enfants. Voici le témoignage d'un migrant clandestin qui a été pendant de nombreux mois détenu en Libye, en même temps que de nombreux autres Noirs. On m'a gardé 15 jours dans les prisons. Après, on m'a transféré, on m'a vendu dans une ville qui s'appelle Benouelit. On m'a gardé là-bas 7 mois. J'ai trouvé un Camerounais. Il a payé l'argent, 1 million francs CFA. Encore, ils ont transféré dans une autre prison. S'ils payent d'ici, encore, ils vont transférer dans une autre prison. Et après, ils vont les éliminer. Selon lui, en Libye, le principe est simple. Lorsque vous vous faites arrêter, vous devez payer pour rester en vie. Ceux qui n'ont pas d'argent sur eux sont forcés à appeler la famille restée sur place afin d'acheter leur liberté. Les plus malchanceux sont battus puis tués. Il y a beaucoup de gens, ils mettent des barouds dans les oreilles et ils allument, ils brûlent. Ils mettent des essences dans les sexes des hommes et ils brûlent. Au sein des femmes, ils mettent des essences et ils brûlent. Tandis que les personnes plus fortes et résistantes sont vendues telles du bétail.
comme des esclaves. Plusieurs années déjà que la Libye est accusée par de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme d'encourager le commerce des esclaves sur son territoire. Dans une vidéo diffusée sur CNN, le monde entier a pu voir un extrait de cet esclavagisme de type moderne qui s'opère sur des migrants clandestins dans ce pays du Maghreb. Un état de choses qui va provoquer de nombreuses manifestations devant les ambassades de Libye, en Europe et en Amérique le week-end dernier. Occasion pour les personnes réunies de dénoncer l'infamie libyenne, mais surtout d'interpeller la communauté internationale. Pays qui est membre de l'Union africaine. Ceci est une réalité, les amis. Notre ère, ce n'est pas pour une ère des esclavages ou bien une ère... Ça, c'est passé. Ce n'est pas normal. Mais le problème, ça vient des dirigeants africains. C'est eux. Ils sont là, au lieu de nous garder, les enfants des Africains, pour qu'on reste là-bas, ils vont nous... C'est à cause d'eux qui vient tout ça. Et nous continuerons la réflexion sur ce phénomène de vente des migrants africains en Libye dans la deuxième partie de ce journal avec notre invité de ce soir, le professeur Doukaya, universitaire chercheur qui a fait des travaux sur la question. Il est également égyptologue. C'est à suivre dans la deuxième partie de ce journal. Mais en attendant, nous le disions tout à l'heure, aucune intention de quitter le pouvoir de la part de Robert Mugabe. Le président zimbabwéen s'est adressé hier à son peuple à travers la télévision nationale. Il a affiché son autorité et démontré qu'il continuait de tenir les rênes du pays alors qu'il a été déchu de son poste de président de la ZANU-PF, son propre parti. Il annonce le congrès de celui-ci. Des précisions avec Éric Martial Diombo. Des cadres du commandement militaire et de quelques proches collaborateurs qui s'est exprimé à la télévision nationale zimbabwéenne. D'entrée de jeu, il a fait une lecture de l'intervention militaire. Fellow Zimbabweans, I address you tonight on the back of a meeting. Chers Zimbabwéens, je m'exprime devant vous après une réunion tenue avec les forces de sécurité du pays. Cette réunion, facilitée par un groupe de médiateurs, amené par le père Fidelis Connery SD de l'Église catholique du Zimbabwe, est la conséquence de l'opération menée par les forces de défense la semaine dernière. Une opération motivée par la situation que traverse le pays et aussi le parti au pouvoir, le ZANU-PF. Whatever the pros and cons of the way they went about, quel que soit le bout par lequel ils ont évalué ou apprécié la situation, moi, en tant que président du Zimbabwe et chef des armées, je prends en compte les problèmes pour lesquels ils ont attiré mon attention et pense qu'ils l'ont fait dans un esprit d'honnêteté et de profonde volonté patriotique pour la stabilité de la nation et pour le bien-être de notre peuple. As I address you, I'm also aware of a whole range of... Au moment où je vous parle, je suis conscient de nombreuses préoccupations exprimées par vous, dignes citoyens de notre grand pays, et qui méritent notre attention. Our untrammeled attention. Le président zimbabwéen s'est longuement exprimé sur cette action de l'armée avec en toile de fond la volonté manifeste de présenter l'armée sous ses meilleurs contours. The operation I have alluded to did not amount to a threat. L'opération menée par l'armée n'avait aucunement pour but de violer notre cher ordre constitutionnel, encore moins de challenger mon autorité en tant que chef de l'État et du gouvernement du Zimbabwe et aussi comme chef des armées. Les forces de défense sont restées respectueuses des institutions et des dispositions constitutionnelles. C'est vrai que quelques incidents ont été signalés ça et là, mais vite maîtrisés. Je suis heureux que les piliers de l'État soient restés fonctionnels. That throughout the short period, the pillars of state remained functional.
Autre sujet abordé, l'économie qui traverse une zone de turbulence au Zimbabwe. Le chef de l'État, âgé de 93 ans, promet d'y remédier. Aucune intention donc de démissionner comme annoncé par certains et réclamé par la population descendue dans les rues samedi dernier. Robert Mugabe a d'ailleurs rendu public la tenue du congrès de son parti pour aplanir les divergences. The Congress is due in a few weeks from now. I will preside over. Le congrès qui se tiendra dans quelques semaines sera présidé par moi-même, afin qu'aucun groupe ne le prenne en otage pour compromettre ses résolutions. As I conclude this address, on aura noté tout au long de ce discours quelques hésitations de la part du président, tout comme des confusions dans la gestion des feuilles contenant son discours. it's a long speech. Toujours à l'étranger, la Cour suprême a rejeté ce lundi les 2 recours de l'élection présidentielle du 26 octobre dernier. Au Kenya, cette élection avait été organisée après l'annulation du scrutin du mois d'août. Ainsi, la victoire du président Uhuru Kenyatta, avec plus de 98% des voix, est validée. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Du sport à présent, avant la seconde partie de ce journal, le Cameroun en chute libre au dernier classement des Africains, de classement donc africain des clubs. Le pays est condamné désormais à n'aligner que 2 clubs africains dans le tableau, 2 clubs camerounais dans le tableau donc des coupes africaines en 2018. C'est la conséquence des contre-performances des clubs camerounais enregistrées depuis quelques mois sur l'échiquier du football mondial. Des précisions avec Emos Songo et Hervé Kémier. Le dernier classement africain des clubs fait la part belle aux clubs qui ont réuni les meilleures performances en compétition continentale sur les 5 dernières saisons. Le Cameroun qui affiche un bilan médiocre de ses clubs paye le prix fort. Le pays champion d'Afrique en titre, qui a enregistré 12 maigres points, quitte le cercle des pays qui auront le privilège en 2018 d'aligner 4 clubs sur les 2 tableaux des compétitions interclubs de la CAF, la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Classé 13e, le Cameroun va affilier seulement son champion et Dispon Aleki est le futur vainqueur de la Coupe du Cameroun, à la grande déception des dirigeants du club. Mais moi, si je vais vous répondre, si vous répondez objectivement, sans faire dans la flagornerie, je vais vous dire qu'on a donné les signaux d'alarme depuis des années. Depuis 2008, depuis 2011, on disait que nous devons faire attention. Bon, ça n'a pas suffi peut-être, on sera obligé de passer dans les vraies réformes. Laisser les débats de personnes travailler pour la fondation de notre football. Pour qu'effectivement que le Cameroun redevienne cette nation de football qu'il a été. Face à cette chute, au ranking des clubs africains qui renvoie les clubs camerounais dans le box des clubs anonymes, la réforme des clubs est inéluctable. Maintenant c'est un signal fort qui est matérialisé, peut-être ça va réveiller les esprits. Nous passons beaucoup de temps à faire des chicanes, à faire des chicanes d'idéologie, sans parler véritablement football, sans parler jeu. Et là, je pense que quand on a dit qu'on a ce regret, nous devons donc nous asseoir, les acteurs, les vrais acteurs. Football professionnel, nous n'avons pas besoin de 20 clubs. On n'a pas besoin de 20 clubs. Nous devons mutualiser nos énergies. Si vous voulez, je prends l'exemple sur moi, c'est-à-dire faire rapide, donc Faustin, pour s'asseoir, bâtir un projet autour d'une équipe. Ça, ce sont les réalités. On a besoin de se disperser les énergies. Mais seulement les idéologues doivent les faire donc faire rapide, travailler. L'ascension est lourde. Coton Sport des Garois et APGS de Fou, qui caressaient le rêve de disputer les coupes africaines interclubs de la CAF, ne sont plus éligibles. Et on pourrait donc poursuivre tout à l'heure la réflexion sur ce sujet de football dans le cadre de 100% foot avec Étienne Pascal Azégué et ses invités. À suivre le Cameroun donc qui perd sa place sur l'échiquier du football africain, mais également le retour des élus de 2009 dans les ligues départementales et régionales qui fait des vagues. 20h45, 100% foot donc à suivre sur Equinox Télévision. Mais avant, voici la seconde partie de ce journal. Je vous le disais tout à l'heure, nous recevons ce soir professeur Doukoya. Bonsoir et merci d'être sur notre plateau. Bonsoir Equinox, oui.
Merci à vous. Je le disais, vous êtes universitaire, vous êtes chercheur, vous êtes surtout égyptologue. Vous avez fait des travaux sur la question de l'immigration en Afrique. Alors, nous intéressons ce soir à ce phénomène qui fait donc des vagues depuis quelques jours, la vente des migrants africains en Libye. Alors, tout bonnement, est-ce que vous aussi, vous avez, comme certains, découvert ce phénomène avec ce reportage, ce fameux reportage qui a été diffusé sur des chaînes internationales? Mais non, puisque déjà, il y avait déjà des images, il y avait jamais des prémices, puisque dans cette partie maghrébine qui va de l'Algérie à peu près en Égypte, il y avait déjà deux courants. Il y a d'abord le courant un peu révolutionnaire de l'Algérie à l'époque de l'indépendance, et puis il y a eu même jusqu'en Égypte avec Nasser. Donc il y avait déjà cette présence un peu révolutionnaire qui prônait l'unité arabe, qui prônait déjà l'unité africaine. Et sous ce bassement, il restait quand même, c'est que cette extrême droite religieuse qui couvait. Alors elle couvait parce qu'elle se repose sur une immigration un peu raciste qui est née déjà depuis l'époque romaine. D'abord la première immigration elle a été romaine. La deuxième, elle est venue successive, c'était après la chute de l'Empire de l'Ottoman, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Turcs d'aujourd'hui. Ils se sont mélangés donc avec les Berbères et les restes des Africains qui étaient là-dedans. Mais alors ça fait quand même bouillonnement. Souvenez-vous, déjà en Libye, quand le Cameroun jouait avec la Libye, et les Camerounais ont battu la Libye, je crois que c'était 2-1, et le camp a vraiment vociféré, c'était raciste. Il a suffi que le président, le colonel Kadhafi, était obligé de revenir dans les vestiaires pour s'excuser devant les footballeurs camerounais pour les dire, écoutez, voilà, nous vivons dans un camp, nous sommes encore dans la révolution, mais cette conscience africaine n'était pas encore entrée dans les mœurs en Libye. Alors, vous parlez de prémices, mais est-ce qu'on avait déjà affaire à des ventes de personnes, à des ventes d'êtres humains, à des ventes des Africains à cette période-là? Moi, je pense que quand on connaît un peu la Mauritanie, il y a une certaine revanche de l'homme noir un peu dans cette matière, parce que souvenez-vous que l'homme noir a quand même dominé toute cette partie du monde, à partir de l'Égypte et tout, et son écroulement, quand on voyait un peu en Mauritanie, où la place du noir n'est pas très très brillante, il y avait déjà des prémices. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette façon de voir, cette pensée révolutionnaire, comme je disais tout à l'heure, qui est née de l'Algérie, on aurait pu arriver à l'extrême droite religieuse. Et ce n'est pas la première fois. Moi, je suis surpris que ces images, bien avant, il y avait déjà des soupçons où on voyait déjà. Imaginez-vous, on quitte le Cameroun quand il n'y a plus de relations entre. Il n'y a plus d'État en Libye. C'est la raison du plus fort. Vous parlez de discrimination religieuse, sauf que ce sont des il y a des Maliens, des Nigériens. La plupart, ce sont des musulmans. Alors, de quoi parle-t-on? Mais justement, c'est pour ça que quand je dis l'extrême droite religieuse, puisqu'ils sont tous des musulmans, mais il y a cet apport du noir. D'ailleurs, pour eux, au départ, le noir n'est pas religieux, et pour ne pas être un esclave, il faut être musulman. Alors là, on est étonné à ce moment que même étant musulman, déjà les Toubous qui habitent aussi à l'intérieur de la Libye, à l'époque de Kadhafi, fait déjà la guerre avec cette confédération-là. C'était vraiment Kadhafi qui avait réussi à faire de ces tribus, nomades, une certaine cohérence. Il a même essayé d'imaginer une certaine forme de gouvernance qui n'a pas plu beaucoup aux Occidentaux, on l'appelait, mais ça existe. Alors, certains estiment aujourd'hui que la chute de Kadhafi serait le point de départ qui aurait permis donc d'exacerber la situation. Est-ce que vous pensez que la chute de Kadhafi a permis plutôt de mettre à nu une situation qui existait déjà, ou alors elle a exacerbé une situation qui était déjà là? On peut mélanger les deux. C'est-à-dire que Kadhafi, il le disait. Il disait, attention, je repose sur du feu. Si vous m'éliminez, vous allez voir, il y aura toute cette partie de cette Afrique sera déstabilisée. C'était ça. D'accord? Et aujourd'hui, ce qu'on voit, puisqu'il n'y a plus d'État, c'est la raison du plus fort qui compte. Et en ce moment, si avec les judaïstes, avec l'apport de l'argent, mais vous savez, ça plaît un peu aux Occidentaux. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, on peut prendre du pétrole réellement. Partout, il y a le trouble. Ça plaît à quelqu'un, puisque en enlevant Kadhafi, on savait qu'on allait créer le désordre. Et ils n'ont pas pu arrêter ce désordre-là. Mais moi, je pense malheureusement que l'Union africaine n'est pas prête, parce que c'est à nous, Africains, on a dû avoir une armée africaine, avec le Tchad, le Cameroun, etc. Et comme la Libye était un État d'Union africaine, aller faire la paix là-bas.
Parce que sinon, moi je pense que ça va durer longtemps, oui, s'il vous plaît. Oui, justement, je suis sur la suite de vos propos. Oui. C'est quoi les pistes de solution aujourd'hui? Vous estimez que la chute de Kadhafi a permis à cette situation de perdurer et peut-être de se gangréner aujourd'hui. Oui. Alors, ce serait quoi la solution, les pour le pistes moment, de solution? c'est une solution militaire. Parce que je ne vois pas comment, à moins que, bon, les partisans, les groupes qui sont actuellement en Libye puissent s'entendre. Moi, ça m'étonnerait beaucoup, puisqu'il y a un problème d'abord de manipulation, il y a un problème de pétrole. Sur l'immigration. Sur l'immigration, c'est parce qu'il faut actuellement que l'ONU et l'Union africaine interviennent. Et tout de suite. Parce que c'est une question de vie de mort. Ces images-là ont choqué le monde. Ces images-là ont choqué tout Africain. On pensait que jamais plus cela. Donc, à l'intérieur de nous-mêmes, jusqu'aux Antilles, jusqu'aux États-Unis, vous ne savez pas quel mal ça fait de voir qu'aujourd'hui, en 2017, les Africains sont encore plus traités comme ça. C'est impensable, inacceptable. Sauf que c'est une situation qui dure, vous le révélez vous-même ici, oui. C'est-à-dire que beaucoup d'Africains qui ont décidé de partir de leur pays pour passer par la Libye savaient déjà qu'il y avait des risques de tomber dans de tels trafics. Pourquoi est-ce que, selon vous, les Africains ont ce grand besoin de partir? Moi, je pense qu'il y a l'image négative de l'Afrique. D'accord? Pourtant, nous sommes en pleine renaissance. Je sais que c'est dur, mais c'est maintenant que l'Afrique a besoin de tous ses enfants. Mais l'image négative, et puis on nous fait voir l'Europe à travers la télévision, on nous fait croire que tous les gens qui viennent d'Europe, qui pensent que quand on est en Europe, c'est fini. Tandis qu'à ce moment-ci, l'Europe est en décadence. Il y a un très grand chômage, ce n'est pas le moment réellement d'aller en Europe. Mais on ne peut pas le dire à personne. Alors comment faire? Je crois que ce qui est intéressant, c'est construire l'Afrique. La renaissance africaine. Ça veut dire que c'est une utopie pour certaines personnes. Moi, je pense que c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais qu'il faut poser. D'ailleurs, il y a quand même quelques prémices. Il y a maintenant des Africains comme Dangote, comme les gens qui commencent à comprendre que ce n'est pas simplement la politique qui peut sauver l'Afrique. C'est aussi l'économie. Il faut qu'on s'y mette vraiment, nous, Africains, qu'on commence à construire notre pays. Et je pense que ça, on peut y arriver. Ce n'est que ça qui peut arriver, cette image fausse qui nous donne que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est le paradis. Mais c'est vrai qu'on peut être en prison dans un paradis, on ne peut pas savoir. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui estiment aujourd'hui que les États africains tardent à réagir face à cette vague d'indignation qui est née individuellement? On a vu des manifestations dans plusieurs ambassades à travers le monde. On lit des ambassades libyennes, bien sûr. Est-ce que vous pensez que les États devraient aujourd'hui faire preuve quand même de plus de sympathie, d'empathie par rapport à la oui, ici, il faut qu'ils interviennent plus. Je crois que c'est... D'ailleurs, le peuple le regarde. Bon, je sais qu'ils n'ont pas beaucoup d'enjeux, puisque c'est une question de rapport de force. Hein? Si, par exemple, avec Boko Haram, le Cameroun, le Tchad, le Nigeria et le Niger s'étaient réunis pour former une armée, mais ce n'est que ça. Hein? Ça veut dire que dans ce monde, soit on est petit et on bouffe, soit vous résistez. Et il faut donc résister vraiment avec une certaine forme d'unité africaine. Vous ne cessez de lier ce soir la situation chaotique presque en Libye avec cette vente, cette traite qui est finalement née dans ce pays. Alors selon vous, la stabilité de la Libye, en fait, je veux dire, la fin de cette traite dépend de la stabilité de ce pays finalement? Ah ben oui, bien sûr. Bon, d'abord, est-ce que, moi je crois que les Libyens, là, ils s'en veulent, parce que est-ce qu'ils vont retrouver la prospérité qu'il y avait à l'époque de Kadhafi? Pour eux, Kadhafi va devenir une illusion, quelque chose de très beau passé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi je pense que, encore une fois, je crois que l'Union africaine a quelquefois à jouer là-dessus. Il ne faut pas laisser simplement aux Occidentaux, ou bien à l'OUA, de prendre à l'ONU, de prendre part à cette façon, parce que c'est notre État. Et s'il n'y a pas de paix en Libye, le Niger, le Sénégal, jusqu'au Tchad, va toujours être déstabilisé. Alors, on va sortir par là. Le gouvernement libyen a annoncé aujourd'hui ouvrir une enquête sur ce qui a été révélé par les médias. Est-ce que vous pensez vraiment que ce gouvernement pouvait ne pas être au courant? Ils sont au courant. C'est parce que les images sont venues un peu tardivement. D'abord, il y a eu beaucoup d'images qui étaient dessus et c'était difficile aux journalistes qui allaient là-bas
Soit ils voulaient le cacher, soit ils étaient fouillés pour sortir ces images-là. Bon, CNN, qui est une image américaine, parce qu'ils se vengent un peu, parce qu'on a tué aussi un diplomate américain, donc ils ressortent un peu ça. Mais tout le monde était au courant. Merci à vous d'être venu ce soir, professeur Doukaya. Je rappelle que vous êtes chercheur universitaire, vous êtes également égyptologue. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Ne pas rater donc le rendez-vous de ce soir, 100% foot avec Étienne Pascal Azégué. Bonne fin de soirée sur Equinox Télévision.